Bon, ben, merci d'être là à ce premier webinaire. Comme les premiers arrivés ont pu constater, on tâtonne au point de vue de l'organisation concrète. Voilà, donc c'est un webinaire qui est organisé par SudPTT sur le thème téléphonie mobile 5G, 6G jusqu'où. Voilà. Donc, le SudPTT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un syndicat qui est implanté dans les activités postales, les centres d'appel, les prestataires de services et dans les télécoms, dont les opérateurs, comme par exemple Orange ou SFR. Voilà, donc c'est pour ça qu'il nous est paru tout à fait légitime de commencer à intervenir dans le débat public pour la première raison qu'il y a des personnes de nos collègues qui travaillent c'est le cœur de métier, les ondes et la commercialisation des ondes. Donc, SudPTT a demandé un moratoire sur la 5G pour que le temps du débat puisse avoir lieu, puisse être effectif, et puis que chacun participe aux décisions qui impactent l'avenir de tout le monde, voilà, et l'avenir de la planète. Donc, SudPTT, c'est un syndicat de travailleurs et de travailleuses qui œuvrent pour une transformation sociale et écologique. Et on a plus particulièrement la charge en tant que syndicat de dessiner les perspectives d'emploi et de travail dans le monde qu'on souhaite advenir. C'est dans ce cadre-là qu'on organise ce webinaire. On vous propose deux interventions complémentaires. Donc, Françoise Berthoud, qui nous parlera du thème « Quels usages pour quelle sobriété numérique ?» et Christophe Aguiton, qui évoquera quels impacts sur l'emploi et sur le travail d'une sobriété numérique qui pourrait exister. Donc, pour présenter les intervenants, Françoise Berthoud est ingénieure de recherche en informatique au CNRS à Grenoble. Elle a fondé le groupement de services Eco-Info pour une informatique éco-responsable, dont elle a été directrice jusqu'il y a peu de temps. Donc, ce groupement réunit des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants, des secteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur en France autour d'un objectif commun qui est agir pour réduire les impacts négatifs environnementaux et sociaux des technologies de l'information et de la communication. Christophe Aguiton est sociologue. Il a exercé professionnellement au sein de la division recherche et développement du groupe Orange. Il est membre fondateur du syndicat SudPTT, puis de l'association ATTAC, dont il est toujours membre. La première intervention de Françoise Berthoud sera d'une vingtaine de minutes et après, on prendra un quart d'heure pour répondre aux questions que vous nous aurez posées, soit sur le chat du Zoom, soit sur Facebook, soit encore par SMS. Donc, nous synthétiserons et nous regrouperons les questions pour les poser à Françoise et Christophe. Donc, après cette première intervention et ces premiers flots de questions, ce sera Christophe Aguiton qui interviendra. À nouveau 15 minutes pour lui poser des questions. Et après, on continuera le débat de manière un peu plus large. Voilà, donc je vais céder la place et la parole à Françoise Berthoud. Merci Françoise. Bonjour, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Voilà, en introduction, je vous dirais que c'est toujours aussi difficile de donner une conférence devant un tableau d'étiquettes noires. Parce que voilà, moi ce que j'aime quand je donne des conférences, c'est regarder les réactions des gens et puis leurs émotions et puis faire avec. Et je trouve que c'est ça qui est riche quand on essaye de transmettre quelque chose. Mais bon, vous y pouvez rien. C'est la cause du Covid. Voilà, mais je vais essayer de faire avec. Alors, donc 20 minutes, ça va être un peu court, mais donc je vais faire un peu speed. Pour partir sur ce sujet qui m'a été proposé par vos organisateurs,
qui est quels usages pour quelle sobriété numérique. Alors moi, d'habitude, quand je donne des confs sur ce sujet, je ne sais pas pourquoi, pendant de nombreuses années, j'arrivais avec mes idées à moi et puis sans prendre forcément le titre qu'on me proposait. Puis là, je me suis dit non, je vais prendre le titre et puis je vais partir de là. Donc, du coup, mon exposé, il va se couper en plusieurs parties. D'abord, je vais vous faire une très, très rapide introduction sur qu'est-ce qu'on entend par numérique et de quoi on parle quand on parle environnement. Et puis, je reviendrai sur qu'est-ce qu'on entend par sobriété numérique. Et puis ensuite, je ferai une assez longue partie sur finalement d'où est-ce qu'on part pour faire de la sobriété numérique. Et puis à la fin, j'arriverai sur les usages et puis je conclurai. Alors, donc super vite parce que je pense que ça, vous êtes déjà tous au courant. Quand on parle numérique, en fait, en général, dans les études, on a à peu près toujours le même recouvrement d'équipements et de logiciels, mais il y a quand même des variantes qui donnent lieu d'ailleurs à des estimations, des chiffrages qui sont différents. Donc, c'est pour ça que dans la littérature, vous pouvez voir des chiffrages des fois, tant sur les impacts positifs que sur les impacts négatifs qui montrent des grosses différences. Mais en gros, quand même, le numérique, dedans, on met tous les équipements terminaux, c'est-à-dire les vôtres et ceux que vous avez dans la poche et sur votre bureau, et puis les data centers avec leurs serveurs et tout le lot de ce qu'il faut pour faire fonctionner des serveurs, et puis évidemment toute la partie réseau. Mais aussi dans la partie numérique, maintenant, on introduit les objets connectés, depuis la montre connectée jusqu'au frigo connecté, les lampes connectées et tous les autres objets les plus débiles qui puissent exister. Évidemment, tout le secteur des jeux. Et par exemple, ce qu'on n'inclut pas habituellement dans le numérique, c'est les voitures. Les voitures, même si ça contient énormément d'électronique et de couches numériques, on les inclut Oui, pas. je suis là. Ouais, pardon, on les inclut pas dans le périmètre. Alors évidemment, il y a aussi toute la partie logicielle qui est inclue là-dedans. Ok, alors maintenant, comme on a un sujet quand même qui est orienté sur environnement, de quoi on parle quand on parle environnement? Alors souvent, dans la tête des gens, l'environnement, c'est changement climatique, donc c'est gaz à effet de serre. C'est pour ça que je commence par vous donner ce mini éclairage-là, en vous montrant au passage ce graphique qui a été fait il y a quelques années, mais où les choses n'ont pas réellement changé malheureusement depuis ce temps-là, qui donne l'empreinte carbone d'un Français en moyenne. Donc l'empreinte carbone, ça inclut aussi la fabrication des équipements nécessaires, hein. Et donc là où vous pouvez voir, donc en tout, un Français, c'est 12 tonnes de CO2 émis par an. Et là, en rouge, vous voyez, j'ai entouré tout ce qui concerne l'achat et l'usage des technologies de l'information. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, ça, c'est encore plus pour un Français moyen que les gaz à effet de serre émis par le fait qu'il consomme de la viande et du poisson. Et c'est plus que l'habillement, c'est plus que la construction, sa construction à lui et son gros entretien, etc., pour un Français moyen. Donc, évidemment, tout ça, c'est des chiffres qui sont pris à la louche, tout ça, il y a des approximations, mais c'est vraiment important d'avoir en tête que c'est loin d'être négligeable. Cela dit, il n'y a pas que ça comme problématique environnementale liée au numérique, au déploiement du numérique. Il y a tout ce qui concerne la pollution, il y a tout ce qui concerne la consommation d'eau et l'extraction des métaux, qui sont un problème du fait de la pollution que ça génère, mais aussi du fait qu'on extrait des métaux, qui sont des ressources non renouvelables, et puis la biodiversité. Alors bon, tout ça ne serait pas un problème si on n'avait pas atteint les limites de la planète, mais malheureusement, sur un certain nombre d'indicateurs, donc ça c'est un schéma qui est maintenant bien utilisé, où on voit des tranches, là, les tranches de gâteau, en fait, c'est différents indicateurs. Donc par exemple, là-haut, c'est le changement climatique. Vous voyez à côté l'acidification des océans. Vous voyez la perte de biodiversité, et quand vous voyez des gros traits rouges là,
ça indique où est-ce qu'on en est par rapport à cet indicateur. Et donc, ce qu'on peut voir, et donc, ce qui est raisonnable, c'est ce qui est en vert là. La planète, c'est raisonnable. Dès que ça dépasse le vert, on est dans le mur déjà, où on a dépassé les limites, on va dire. Et donc, sur le changement climatique, vous voyez, on a déjà dépassé les limites. Sur la biodiversité, on a très, très largement dépassé les limites, comme sur des éléments qui sont liés à l'agriculture. Et sur la pollution chimique, en fait, on ne sait pas trop le quantifier. Donc, actuellement, ce n'est pas encore quantifié sur ce graphique, mais il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui sont extrêmement pessimistes sur ce sujet-là. Voilà, donc je voulais signifier par là que les questions d'impact environnemental, c'est des questions objectivables parce qu'il y a des limites de la planète qu'on ne peut pas dépasser. Alors maintenant, la sobriété. Alors, la sobriété numérique, ça m'est arrivé plein de fois dans mes exposés de commencer par porter un regard extrêmement critique sur cette expression qui pour moi est relativement creuse. Parce qu'en fait, tout le monde a l'impression qu'on sait ce qu'il y a là-dedans, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on n'a pas tous la même représentation. Et du coup, là, je vais essayer d'adresser, par exemple, deux pans de la sobriété. Donc, vous verrez qu'il y en a un auquel les gens ne pensent pas d'habitude. Donc, ce à quoi les gens pensent d'habitude, et ce sur quoi d'ailleurs l'État se penche quand il fait des lois ou quand il y a des lois qui sont proposées sur la sobriété numérique. Donc la sobriété, c'est moins, hein, il faut faire moins de numérique, et moins de numérique, ça veut dire, dans la tête de la plupart des gens, moins d'applications, moins d'équipements, moins d'énergie utilisée, moins de matériel, ce qui est un peu moins souvent, même jamais posé, c'est moins de domaines dépendants du numérique. Ce qui est souvent posé, c'est moins d'impact. Mais en fait, la sobriété, on peut le voir aussi comme la sobriété numérique, comme moins d'impact négatif indirect lié à l'usage du numérique. Parce que vous voyez bien que du fait que vous avez un ordinateur, et ben, vous faites tout un tas d'activités que vous ne feriez pas sinon. Par exemple, des achats sur Internet, plus d'achats de tout un tas de choses qui ne sont pas forcément utiles. Et donc, on pourrait imaginer que la sobriété, ça soit aussi la sobriété à ce niveau-là. Donc, sobriété d'achat compulsif liée à l'usage du numérique, sobriété de temps humain consacré au numérique, c'est-à-dire, en gros, ça peut se dire autrement comme déconnectons-nous. Sobriété parce que aussi le numérique, ça permet de la délocalisation, etc. Ça permet de la complexification, etc. Et donc, on pourrait imaginer que la sobriété, elle aille jusque-là. Et d'ailleurs, ça serait ça qu'il faudrait faire. Pourquoi ? Parce que je vais vous l'expliquer maintenant pourquoi. Alors, d'où on part ? Voilà. Donc, je vais vous expliquer quelle est la situation actuelle. Je vais essayer d'aller vite. Donc, en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, l'ensemble du numérique dans le monde actuellement, c'est entre 3 et 4% de l'énergie primaire. C'est aussi entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est des chiffres, il faut prendre l'ordre de grandeur parce que, comme je vous ai dit, en fonction du périmètre, de l'année d'études, etc., il y a des grosses variations. Mais en tout cas, ce qui met tout le monde d'accord, c'est le taux de croissance de ces impacts-là sur les émissions de gaz à effet de serre, ce taux de croissance qui est compris entre 8 et 9%. Donc, c'est énorme en fait. Ce 8 et 9%, ça fait que si on continue comme on fait aujourd'hui, en 2025, les émissions de gaz à effet de serre du numérique qui sont aujourd'hui du même ordre de grandeur que l'aviation civile, ça sera du même ordre de grandeur que les véhicules aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on est encore sur quelque chose qui n'est pas dominant, mais qu'il faut faire attention parce que ça pourrait devenir beaucoup plus important. En tout cas, en impact direct. Alors, qu'est-ce que c'est qui consomme de l'énergie? Qu'est-ce que c'est qui émet des gaz à effet de serre? Eh bien, ici, là, sur la gauche, vous avez un schéma qui répartit à la louche. C'est un schéma qui a été fait par The Shift Project, qui vous montre là toute la partie entourée par un trait orange noir. Ça correspond à la fabrication d'équipements. Donc, vous avez fabrication en bleu là, des
des téléviseurs, des ordinateurs, des smartphones et puis des autres objets. Puis à droite, là, c'est la consommation de ces mêmes objets en phase d'usage. Donc le réseau, les data centers, les consommateurs. Et donc déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que, les data centers, ce n'est pas le truc qui consomme le plus du monde. Et que deux, la phase de la fabrication, en fait, elle est vraiment très conséquente. Alors, ça, rien que la connaissance de ça, si on veut aborder le thème de la sobriété, ça nous dit, en fait, pour être plus sobre, la chose la plus importante à faire, c'est pas tellement... il faut le faire, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais ce n'est pas en premier de débrancher son ordinateur quand il n'est pas utilisé, même s'il faut le faire, mais c'est en premier, et le truc qui aura le plus d'impact, c'est d'augmenter vraiment beaucoup la durée de vie des équipements. Évidemment, quand même, de réduire l'usage, notamment de la vidéo qui représente l'essentiel de la consommation des réseaux. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on peut demander aux consommateurs. Après, il y aurait beaucoup de choses qu'on devrait demander aux constructeurs, notamment de réduire l'impact de la fabrication. Et puis d'augmenter la durée de vie des équipements au passage. Alors ça, c'est l'impact sur l'énergie primaire et sur les gaz à effet de serre. Et je vous ai dit aussi qu'il y avait d'autres types d'impacts qu'il faut regarder aussi. Et là, par exemple, c'est la question des métaux. Donc là, je vous dis juste 2-3 mots sur les métaux. La courbe là, elle est un peu impressionnante, mais je vais vous expliquer vite fait. C'est quoi le problème avec les métaux? C'est que les métaux, ils ne sont pas répartis de façon uniforme, ça vous le savez, dans la croûte terrestre, mais ils sont concentrés dans des mines, dans des minerais. Et évidemment, l'homme, au fur et à mesure qu'il est allé chercher des métaux, là, depuis le temps qu'il va chercher des métaux, il est allé en premier dans les endroits les plus concentrés. Et puis, petit à petit, il est obligé d'aller dans des endroits de moins en moins concentrés. Et donc, on s'éloigne, vous voyez, de l'endroit là. Et donc, plus on s'éloigne, là, sur ce graphique-là, c'est la quantité de métal en fonction de sa concentration. Donc, on s'éloigne là. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins ici de métaux qui sont en grosse concentration, et puis énormément de métaux qui sont en très faible concentration. Et en fait, ce niveau de concentration-là que vous voyez sur cette courbe, c'est un niveau de concentration qui est très faible et qui fait qu'en fait, on ne peut pas extraire les métaux. C'est une question de limite physique. C'est même pas une question de se dire on pourrait mettre tous les panneaux solaires du monde pour extraire 1 kilo de cuivre à un endroit, mais c'est même pas ça, c'est juste pas possible pour des raisons physiques parce que le métal, il ne se trouve pas tout seul dans le sol, il se trouve associé à de l'oxygène ou à un autre atome et il faut séparer ces deux atomes-là et donc on ne peut pas, et ça représente une certaine énergie, ça, et on ne peut pas utiliser moins d'énergie que cette énergie-là dont on a besoin. Et ça, ce que vous voyez là sur la droite, là, cette courbe-là un peu compliquée, ça montre l'énergie dont on a besoin pour extraire les métaux. Donc là, c'est pour le cuivre. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'au fur et à mesure du temps, vous voyez, tout à droite de la figure, ça part de je ne sais plus combien, puis moi je ne vois pas parce que j'ai 1900. Et entre 1900 et 2015, on a réduit l'énergie dont on avait besoin pour extraire 1 kilo, 1 tonne de cuivre, en dépit de la diminution de concentration, parce qu'on a fait des super progrès technologiques, sauf que maintenant, on s'approche de cette fameuse limite thermodynamique et qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça jusqu'à la nuit des temps et qu'à partir de très bientôt, donc là, vous voyez, c'est estimé à 2015 pour le cuivre, bon, ça se discute beaucoup entre chercheurs, mais en tout cas, on n'est pas loin de cette limite-là. Et donc là, ça va re-augmenter beaucoup, donc on va être vraiment confronté à un problème de quantité de métaux. Et alors, l'autre problème qui se pose par rapport à ça, c'est qu'au plus la concentration elle est faible dans les mines, ce qui est le cas, au plus on a besoin d'eau pour extraire et raffiner les métaux, et au plus on a besoin d'énergie pour extraire ces métaux. Et donc ça pose d'autres types de problèmes, notamment pour l'eau, des problèmes de conflit d'accès à l'eau. Il y a énormément de problèmes de conflit d'accès à l'eau autour des mines, par exemple en Amérique du Sud. Ok, alors on se dit, ma foi, le recyclage, c'est la solution. En fait, non, malheureusement, on n'en est pas là, parce que là aussi, on part de loin. Là, le schéma que vous voyez, c'est un schéma pour la France, mais dans le monde,
il y a guère plus de 17% des déchets d'équipements électriques et électroniques, c'est-à-dire ça inclut tout le numérique, mais aussi le frigo, l'aspirateur et le sèche-cheveux. Eh bien, il y en a pas plus de 17% qui sont traités dans des filières ad hoc, c'est-à-dire où on va recycler, récupérer un certain nombre de métaux. Et même d'ailleurs, quand on fait ça, quand c'est recyclé dans la meilleure usine du monde, et ben sur la cinquantaine de métaux qu'il y a dans un smartphone, on en récupère une vingtaine. Vous voyez, donc en fait, on a vraiment un problème technologique. Il y a plein d'origines à ça. Hein. C'est des problèmes de collecte, c'est des problèmes technologiques, c'est des problèmes économiques qui font qu'en fait, on n'y arrive pas. Et en France, où on se dit on est un pays éduqué, tout ça, ça devrait être mieux, mais en fait, non, on n'est quand même pas excellent, puisqu'il y a quand même 49% des déchets d'équipements électriques et électroniques qui ne vont pas dans la filière réglementaire et qui se retrouvent dans des tiroirs, dans les déchets ménagers, dans la ferraille, voire dans des exports illégaux. Et là, vous savez que vous avez peut-être vu des documentaires où ça part dans des pays en voie de développement. Là, par exemple, au Ghana, où là, c'est des véritables catastrophes environnementales et humaines. Alors, ah bah oui, là, je voulais vous parler aussi de la sobriété quand même là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là par rapport à la sobriété? Attendez, je retourne en arrière. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est mieux collecter, mieux trier, améliorer le recyclage. Donc, il y a des choses qui dépendent de nous, mais en fait, il y a aussi beaucoup de choses. Et là, je n'ai pas mis tous les trucs qui dépendent des autres acteurs. Mais il y a énormément de choses qui dépendent des autres acteurs dans avoir une meilleure sobriété là-dedans. Et il y a un point que je trouve important qu'il faut toujours avoir en tête s'agissant de la pollution, c'est que vous voyez, la pollution, du coup, j'en ai parlé au début, à l'extraction des métaux, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de pollution ici. Il y a de la pollution au traitement de fin de vie, si bien que si vous envoyez un mail, ce que vous faites tous les jours, comme nous tous, et ben, en fait, quand on regarde quel impact ça a dans le monde d'envoyer un mail, à cause du fait que les métaux ils sont récupérés, collectés, extraits dans des mines qui sont réparties sur toute la planète et que ça fait de la pollution, à cause du fait qu'il y a des déchets qui sont envoyés dans tous les côtés de la planète, en fait, chaque fois que vous envoyez un mail, en fait, vous créez des traces de pollution dans tous ces endroits. Donc ça, je trouve que c'est bien de garder ça en tête parce que ce n'est pas négligeable, même si c'est très peu à l'unité, un mail ou une vidéo ou n'importe quoi que vous faites sur le numérique, mais n'empêche que ça crée des points de pollution de partout. OK, donc ça, c'était les impacts directs. Mais il faut bien avoir en tête que le numérique, ça a plein d'impacts indirects, plein d'effets indirects. Alors, je vais aller hyper vite là sur ce slide. Attendez, je suis super. Attendez, faut que j'enlève. Voilà. Donc, je vais aller très vite, je vais vous passer tout à toute vitesse. Ça, c'est un exemple pour illustrer les effets indirects du télétravail. Parce que le télétravail, il y a l'idée que c'est forcément bon pour l'environnement parce que ça permet de réduire les déplacements professionnels, ce qui est vrai. Donc, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre de ce fait-là. Et puis, en plus, comme du coup, il y a moins de bouchons, et ben, ça réduit d'autant plus parce que même ceux qui roulent, ils génèrent moins de gaz à effet de serre. Et puis en plus, comme vous n'allez pas au bureau, ben, ça réduit l'énergie qui est utilisée dans le bureau et voire la surface de bureau. Mais à côté de ça, en fait, il y a plein d'effets qui n'apparaissaient pas quand vous ne faisiez pas du télétravail, notamment vous devez acheter des équipements supplémentaires. Enfin, quand je dis vous, je me mets dans le lot, hein, parce que je fais pareil. Parce que bon, ça va bien 5 minutes de travailler sur un écran de 12 pouces pendant 2 mois, mais ça ne marche pas. Il y a d'autres effets indirects qui sont, eh ben, ma foi, les déplacements que vous associez avant à vos déplacements professionnels, comme emmener les enfants à l'école ou chercher le pain ou n'importe. Ben, maintenant, vous y allez exprès. Alors bon, des fois, du coup, vous y allez à pied, en vélo, tout ça, parce que vous êtes moins pressé, mais n'empêche, ça fait des déplacements en plus. Alors, il y a un autre facteur qui est vraiment important, c'est que surtout dans cette période-là où on se rend compte qu'en fait, le télétravail, on ne peut pas le faire indéfiniment sur la table de la cuisine, ça ne marche pas.
Et donc, le jour où vous allez acheter un nouveau logement, d'ailleurs, il y a des pubs qui vont dans ce sens-là maintenant, et ben, il va falloir acheter un logement avec un bureau, vous voyez, donc quelques mètres carrés de plus. Et donc, ça augmente l'emprise au sol, ça augmente les gaz à effet de serre liés à ça. Voilà. C'est des exemples d'effets indirects qui sont liés par exemple, au télétravail généralisé. Alors, je passe tous les autres effets, il y en a beaucoup d'autres, mais comme je ne veux pas trop déborder mon temps, je vais m'arrêter là sur cet exemple pour vous donner un autre exemple d'effet indirect dont on parle beaucoup qui concerne les effets rebonds. Simplement pour dire que sur ces effets indirects-là, ben, faire de la sobriété, ça oblige à penser les solutions de façon systémique, d'arrêter de penser en silo. Et ça, eh ben, on n'y est pas encore. Alors, je vous donne aussi une petite explication de ce que c'est que les effets rebonds, parce que c'est vraiment des effets importants dont il faut prendre en compte et qui sont particulièrement criants, effets indirects et effets rebonds dans le cadre de la 5G, etc. C'est le fait que c'est ce qui se passe quand on optimise quelque chose. Donc, on optimise une technologie, on peut optimiser une technologie sur plein de critères différents, sur l'énergie que ça utilise, sur le temps qu'on met pour faire les choses, sur la place que ça prend, sur les gaz à effet de serre, etc. Donc là, on symbolise ici une certaine quantité initiale du produit. Donc, on va se mettre dans l'exemple de l'énergie qui est utilisée. Et puis, on fait une optimisation qui est très conséquente et qui permet pour une unité, par exemple un écran, de réduire beaucoup sa consommation électrique. Alors, ça, vous voyez, ça crée un vide, hein, parce que là, du coup, en haut, là, il n'y a plus rien. Il y a tout un tas d'énergie qui devient disponible, ou de place, ou de temps. Voilà, ça dépend sur quoi on a optimisé. Mais en tout cas, il y a un vide qui se crée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre système économique, qui a horreur du vide, et ben, ce vide-là, il est immédiatement rempli par soit la même chose, soit autre chose. Et ça, c'est l'effet rebond. Alors, des effets rebonds, il y en a partout dans le numérique. Donc là, je vous mets l'exemple des écrans, des immenses écrans plats qui ont remplacé les écrans cathodiques. Effectivement, à taille égale, ils consommaient moins, mais sauf que maintenant, c'est plus la même affaire. Puis surtout, pour les fabriquer, ça consomme beaucoup. Et puis surtout, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et on pourrait parler des effets rebonds par rapport à la 5G. Là, je pense qu'on aura peut-être un peu du temps pour en parler après, mais pour la 5G, il y a tout un tas d'effets rebonds, d'effets indirects liés au fait que les gens vont racheter des équipements. En fait, le problème de la 5G, etc., c'est surtout ça. C'est surtout les effets indirects. Blablacar aussi, il a des effets rebonds. C'est-à-dire qu'une technologie comme ça, vous voyez, qui semble vraiment vertueuse, a priori, ben, en fait, comme les gens qui utilisent Blablacar, finalement, ils font plus de transport parce que c'est moins cher. D'ailleurs, du coup, ils vont faire des transports en voiture au lieu d'aller en train parce que c'est devenu moins cher en voiture. Ben, finalement, les gains escomptés au début, ils sont compensés, parfois complètement, parfois pas complètement, par du plus de la même chose ou du plus ailleurs. Et donc là, ben, comment on fait de la sobriété là-dedans? Là, c'est vraiment compliqué. Dans le système économique aujourd'hui, pour moi, c'est carrément pas possible. Voilà, donc je dis, ben voilà, il faut ne pas remplir les vides et donc changer le système économique parce qu'on ne sait pas faire autrement. En tout cas, à mon sens, mais je veux bien en parler avec vous. Et puis le numérique, d'une façon plus globale, en fait, le numérique aujourd'hui, il est tellement dans tous les secteurs qu'il ajoute de la dépendance entre les systèmes, entre les humains, il ajoute de la complexité, il permet d'accélérer tous les flux de marchandises, de personnes, financiers, les procédés de production, évidemment l'obsolescence directe et l'obsolescence indirecte. Et donc là encore, si on voulait faire de la sobriété là-dessus, il faudrait penser les solutions de façon systémique et ça, on ne sait toujours pas le faire. Et donc, vient la dernière question, et puis j'ai bientôt fini là, mais de quels usages parle-t-on? En fait, compte tenu des problématiques de la planète, on aurait envie de répondre les usages qui répondent à des besoins, bon, j'ose mettre vitaux, mais disons à des besoins essentiels, on pourrait dire ça, de la population. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qui limite les usages aujourd'hui? En fait, les usages, ils ne sont pas tellement limités par les gens eux-mêmes, en fait.
c'est des choses qui limitent les usages. Donc, par exemple, l'accessibilité. Donc, par exemple, si vous ne savez pas utiliser YouTube, ben, effectivement, vous allez limiter votre usage. Après, il y a des usages qui sont encadrés par la loi. Donc là, effectivement, ça limite. Et puis, il y a des usages qui sont limités par le fait que ça coûte cher, ce qui est malheureusement pas le cas d'Internet et de toutes ces technologies-là qui fonctionnent sur un modèle économique qui n'a rien à voir, et peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Et puis, il pourrait y avoir des aspects éthiques qui limitent les usages. Bon, après, je n'ai pas travaillé sur la liste complète, mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas tellement de choses dans nos sociétés qui limitent les usages. Et par contre, il y a beaucoup d'accélérateurs d'usage. Alors, les usages, ils sont poussés par les développements technologiques, encore exemple de la 5G. Ils sont développés par tous les mécanismes de captation de l'attention qui sont maintenant utilisés massivement par le marketing digital. Le numérique, il faut bien réaliser que c'est le levier, l'accélérateur de croissance économique aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de secteurs, bah, vous l'avez bien vu, en plus avec le Covid, quoi. Il n'y a pas un autre secteur qui a cru autant que le numérique. D'autant plus que le numérique, ça adresse tous les secteurs, business à business et puis consommateur à business et dans l'autre sens. Et puis, il y a surtout un truc, c'est qu'il y a des croyances comme ça, il y a des mantras là, qui tournent, qui nous laissent croire que le numérique, ben, c'est la solution. Hein. D'ailleurs, on couple très souvent transition écologique, transition numérique, comme s'il allait de soi que la transition numérique est la solution à tous nos problèmes. Alors ça, ben, on pourra en parler, mais je ne vais pas en parler là. Mais d'où ça vient? Ben, ça vient d'un certain nombre d'acteurs qui poussent cette croyance dans notre monde. Mais bon, là, malheureusement, la sobriété numérique a peu d'effet sur ces questions, voire pas du tout. Du coup, en fait, en vrai, on est mal. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous donne ça parce que je trouve que cette représentation, elle est un peu... elle est pas mal utilisée d'ailleurs, mais ça donne un petit air d'espoir. On se dit, ah oui, peut-être on pourrait essayer maintenant, à chaque fois qu'on développe quelque chose, de développer quelque chose qui corresponde aux besoins sociaux qui sont là dans le cercle du milieu, là, en logement, en réseau, en énergie, eau, nourriture, etc., mais sans dépasser les limites de la planète. Donc ça, c'est un peu le rêve. C'est le rêve, mais c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à nos jeunes qui construisent et qui pensent, en tout cas, qui commencent à penser un monde différent. Voilà, j'ai terminé. Je m'excuse si j'ai trop dépassé. Et puis je vous remercie. Merci Françoise. Donc, on a eu quelques questions sur le chat et Facebook. C'est Jean-Paul qui est à côté de moi qui va vous en donner une ou deux, c'est ça? Oui, on y va. C'est parti Françoise, merci. Donc en fait, on a eu dès le début, vers 18h01, vers 18h02, de la part de Muriel, la question, la notée intégralement, c'est comment le principe de précaution est-il appliqué pour la 5G? Donc on a pensé spontanément à vous pour répondre à la question. Alors, en tout cas, pour ma part, j'en suis incapable. La deuxième question, elle a été posée par Pascal du 44. C'est en gros, c'est ce que vous avez abordé sur le télétravail. C'est est-ce qu'il est préférable d'avoir 40 ou 50 personnes, peu importe le nombre, en Zoom, et donc qui consomment de l'énergie, voilà, comme tout à chacun, mais par Zoom? Est-ce que du coup, d'un point de vue énergivore, ça ne serait pas plus économique, on va dire, de se retrouver à la Bourse du Travail, comme le fait souvent Sud PTT, avec 30, 40, 50 personnes, indépendamment du fait que ça coûterait plus cher à la fédération. Voilà, mais d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui l'emporte? C'est un peu ce que vous disiez sur le télétravail. Et on a une troisième question, donc je me permets de vous la poser tout de suite. Comme ça vous permettra peut-être de globaliser. Si vous avez vu dans la presse, il y a maintenant 3 jours, Free a annoncé qu'il souhaitait atteindre zéro émission directe de CO2 d'ici 2035. Bon, il y a a priori un petit côté course à l'échalote, parce que j'ai cru comprendre qu'Orange arriverait dans la course deuxième 5 ans après. Mais au-delà de ça, la question concrète qui peut intéresser le mouvement syndical et les ONG, et vous, les chercheurs, c'est est-ce que les affirmations là,
qui ont été faites par la société Free dans la presse il y a maintenant 2 ou 3 jours, avec des éléments assez précis et chiffrés et datés. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, en gros, de mettre les entreprises sous contrôle et de se permettre, avec des personnes comme vous qui connaissez bien le sujet, des techniciens, des chercheurs, des ingénieurs, de contrôler la véracité de leur dire, voilà, pour essayer de mettre un minimum de pression sur ces entreprises qui nous promettent toujours le plus grand des bonheurs. Voilà, merci. J'ai oublié la première question. Ah oui, le principe de précaution. D'abord, vous aurez mes slides. Soit elles vous seront fournies par les organisateurs à qui je vais les envoyer, soit elles seront accessibles depuis le site web de ecoinfo.cnrs.fr dans la rubrique communication. Alors, l'histoire du zéro carbone, alors ça, la neutralité carbone, c'est pour moi une grande histoire parce que, si vous voulez, la neutralité carbone, on peut faire dire n'importe quoi à ce terme-là. Ça dépend le scope qu'on prend, c'est-à-dire est-ce que vous allez considérer la fabrication des équipements des gens qui utilisent votre réseau? Est-ce que vous allez considérer la fabrication de l'énergie que vous utilisez? Alors ça, en général, ils le prennent en compte. Est-ce que vous allez utiliser la fabrication des serveurs que vous utilisez dans vos data centers? Est-ce que vous allez le prendre en compte? Et puis, est-ce que vous allez faire de la compensation carbone ou non? C'est-à-dire que ne pas prendre en compte tous les équipements des utilisateurs, tout l'usage qui est fait avec leur technologie, mais juste leur data center, sans prendre en compte tout ce qui est sous-traité, mais juste leurs propres data centers qui sont super clean et effectivement, ils ont les GAFAM, ils ont quand même des technologies à la pointe qui sont très belles, hein, mais ils sous-traitent quand même un certain nombre et puis ça, c'est un peu moins beau. Donc, si vous voulez, si on prend que les choses qui vont bien, effectivement, en général, on peut faire une équation de neutralité carbone. Alors, oui, après, certainement que c'est vrai, mais c'est vrai dans un périmètre donné. Voilà. Donc c'est ça le problème un peu, c'est que ces histoires de neutralité carbone, on ne sait jamais de quel périmètre ils parlent. Après, Zoom, est-ce que c'est mieux que d'aller à la bourse, je ne sais plus quoi là, enfin dans un lieu précis? Moi je dirais que si vous allez dans le lieu précis, en fait c'est une question qui n'est pas simple parce que d'abord ça dépend comment vous y allez dans le lieu. Si vous y allez en vélo, vous voyez, vous n'utilisez quasiment pas d'énergie, donc ça pose pas de problème. Après, si vous y allez tous en voiture ou en 4x4, évidemment, ça va être cher, ça va être plus cher que de faire du Zoom. Après, quand vous vous voyez, vous ne développez pas les mêmes relations humaines. Donc, il y a plein de dimensions qu'il faut regarder. On ne peut pas répondre simplement à cette question. Mais en l'occurrence, là, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, c'est ça. Moi, je préférerais être avec vous et puis pouvoir après parler autour d'un petit verre de vin. Là, ça serait tout de suite beaucoup plus sympa, vous voyez. Ça apporterait autre chose. Alors, principe de précaution sur la 5G. Alors, franchement, moi, je suis contre le déploiement de la 5G, je vous le dis carrément. Je trouve que c'est vraiment une très mauvaise direction à prendre aujourd'hui. Quand on est aussi près des limites, enfin qu'on a dépassé déjà les limites planétaires et qu'on sait très bien que le déploiement de la 5G, ça va entraîner la fabrication de tout un tas de nouveaux objets, de nouvelles technologies, etc., qu'on ne sait toujours pas recycler proprement et qu'on ne sait toujours pas fabriquer avec peu de matériaux et peu d'énergie. Et donc, pour moi, c'est une catastrophe. Alors, après, si le principe de précaution, si on regarde par rapport à ça, pour moi, juste, ils n'en ont pas tenu compte. Après, si c'est par rapport aux ondes, ça, je n'ai pas lu toutes les études qui sont faites là-dessus, donc je ne peux pas vous répondre. J'ai répondu à toutes les questions, ouais. Après, il y en a plein d'autres dans votre liste, mais... Par rapport à la question du principe de précaution par rapport aux ondes, ce qu'on a pu lire dans le groupe de travail qui a préparé cette conférence, c'est qu'il y a eu les études qui ont été faites sur l'effet des ondes, ou bien elles étaient trop peu nombreuses,
ou bien alors elles étaient commanditées par ceux que ça intéressait. Enfin voilà, donc il n'y avait pas suffisamment d'indépendance des chercheurs. Donc du coup, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Et lorsqu'on a... Enfin, voilà. Voilà, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Et donc, quand on a... Que les études... Oui. C'est toujours le même problème, vous savez, dans ces études-là d'impact. Vous avez quelques labos qui font des études, mais les études des labos... Alors, je ne fais pas de complotisme, hein, parce qu'on ne peut pas dire c'est tout noir, tout blanc. Le truc, c'est qu'il y a certains acteurs qui ont les moyens financiers de faire beaucoup plus d'études. Et les études, selon, c'est comme l'histoire tout à l'heure de la neutralité carbone. On peut prendre plus ou moins de choses en compte, etc. On peut faire avec différentes distances, voilà. Et donc, vous pouvez avoir une masse d'études qui tombent, et puis les études pertinentes, ou les études plus convaincantes, elles seraient noyées au milieu de ça. Ou alors, vous avez plein d'études avec que des périmètres différents, donc vous êtes incapable de comparer. Voilà, c'est un peu ça le problème avec toutes ces études. Et donc, pour l'instant, moi, je ne me prononce pas là-dessus parce que je n'ai rien lu, ni dans un sens, ni dans l'autre, qui m'a convaincue. Donc, je ne sais pas. Merci. On a quelques autres questions qui sont arrivées. Oui, pour continuer un petit peu sur ces questions, la 5G, on a Carlos qui nous demande ce que vous pensez des arguments des partisans du déploiement de la 5G. Et on a aussi, sauf erreur de ma part, Cathy qui nous demande pourquoi les études ne sont pas commanditées par des organismes neutres. Eh ben, alors pourquoi? La question étant... Les partisans de la 5G, en fait, la 5G sur le plan technologique, strictement technologique, eh ben, ça apporte un progrès entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une technologie déjà sur le plan de la latence, c'est-à-dire de la capacité de faire du temps réel, et ben, ça va le permettre. Alors, pas le premier déploiement, là, mais le déploiement qui sera fait dans un deuxième temps. Donc, pour tous ceux qui veulent faire des véhicules autonomes et puis des opérations chirurgicales à distance et puis tout ce genre de trucs, et ben, du coup, c'est un avantage. Donc c'est ça qu'ils vendent. Hein. Ce qu'ils vendent, c'est du rêve sur la capacité à faire du temps réel sur des opérations distantes, pas que des opérations chirurgicales, tout un tas d'opérations. Aussi, tout ce qui peut se faire de business à business, ça pourrait tirer avantage de la 5G, mais en vrai, qu'est-ce qui va se passer avec cette techno? C'est que peut-être il va y avoir trop d'opérations, mais franchement, l'histoire des opérations, ça c'est assez tabou. On n'a pas le droit de dire que oui, créer une technologie comme ça pour faire quelques opérations pour les plus riches de la planète ou des trucs comme ça, moi, ça me choque beaucoup en fait. Quand il y a beaucoup de gens qui meurent de faim encore, moi, ça me choque beaucoup. Ou voilà, avoir des véhicules autonomes, enfin, je vois pas l'intérêt. Donc, mais c'est ça les arguments des partisans de la 5G qui disent qu'en plus, unitairement, c'est-à-dire au gigaoctet transporté, ça consomme moins d'énergie, ce qui est vrai. C'est une réalité. Mais sauf qu'ils ne prennent pas en compte l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on va transporter beaucoup plus de données. Merci Françoise. Il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais ce que je propose, c'est qu'on passe la parole à Christophe et on reprendra l'ensemble des questions qu'on ne vous a pas posées là tout de suite dans un troisième temps. Donc, okay. Je te donne la parole, Christophe. Merci. Merci beaucoup Pascal, et puis bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous.
Donc, je vais essayer, moi, d'insister sur quelques points qui peuvent avoir un peu un impact pour le syndicalisme. Mais avant, pour essayer de continuer dans ce que vient de dire Françoise sur les arguments pro-5G et où sont les vrais problèmes et les problèmes qui n'en sont pas, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Côté santé, bon, vous savez que les ondes radio, c'est une vieille histoire. Hein, bon, et on en connaît les deux bornes. D'un côté, depuis que s'est installé les radios de diffusion pour les radios audio. Hein. Bon, sur la Tour Eiffel, on a eu des gens qui ont eu peur et qui ont commencé à râler. Ça, c'était il y a un peu plus d'un siècle, hein, donc ça nous ramène à assez longtemps. Ça, c'est une borne. L'autre borne qu'on connaît tous, essayez de mettre un petit chat, une souris ou ce que vous voulez dans un micro-ondes et puis vous verrez le résultat. Bon. Donc, on a ces bornes dans lesquelles le débat oscille toujours entre tous ceux qui vous disent qu'il n'y a aucun problème puisque France Inter, RTL et autres n'ont jamais tué personne, en tout cas quand ils diffusent des ondes radio. Et puis de l'autre côté, on sait qu'il y a des gens qui sont déjà résistants et qui souffrent quand il y a des ondes qui sont trop près d'eux. Et puis l'exemple du micro-ondes montre que des doses très massives d'ondes ne sont pas très bonnes pour les êtres vivants. Alors, plus précisément pour ce qui est des télécoms, il y a toujours eu une panique sur ces questions-là, et tout simplement parce que, comme le disait Françoise, on ne sait pas. Moi, je me rappelle avoir discuté au début des années 2000 avec celui qui était le patron de la R&D d'Orange à l'époque, et qui me disait honnêtement qu'il y avait une espèce d'inquiétude générale dans les opérateurs de télécoms sur l'idée que si on découvrait un jour que les ondes étaient cancérigènes, ben, le business s'arrêtait, quoi, hein, tout simplement. Bon. Alors aujourd'hui, on a un peu de recul. On a 25 ans d'usage massif du GSM dans les différentes générations. Et pour l'instant, il n'y a pas d'effet démontré d'une nocivité des ondes pour la grande majorité de la population. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Maintenant, comme vous le savez, avec la 5G, hein, j'ai vu dans le chat que quelqu'un l'indiquait, il a tout à fait raison, on utilise deux bandes de fréquences différentes. Hein. La 5G d'aujourd'hui, c'est simplement les mêmes bandes de fréquences que la 4G, mais utilisées un peu différemment. Donc, on peut penser que les effets seront à peu près les mêmes. Donc, a priori, plutôt sans danger, mais prudence. Hein, la 4G n'est pas déployée depuis 25 ans. Hein, c'est la 2G qui a été déployée depuis 25 ans. Et puis, il y a les ondes qui sont encore plus petites, hein, les ondes millimétriques ou qui vont vers le micron, les 26 gigas, qui là, on ne sait pas ce que ça donne sur la santé, d'où l'étude de l'ANSES qui devrait nous arriver. Hein, on annonçait la date de mars. Mais évidemment, c'est des études qui sont très légères, puisque tant qu'on n'a pas des diffusions en grandeur massive auprès de la population, c'est des tests de laboratoire sur lesquels il y a quand même beaucoup de doigts mouillés. Hein, donc, on est évidemment sûr de rien. Ce qu'on sait en revanche, et ça je voudrais le dire parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent avancé dans le débat public, c'est que les 26 gigas, c'est ce qui est aussi utilisé en météorologie pour pouvoir prévoir les orages, les déplacements de nuages et autres, et qu'il y a une alerte qui a été portée par les météorologues sur le fait que l'utilisation de cette bande de fréquences-là pourrait poser des problèmes importants pour la météorologie, qui est elle-même quelque chose d'important, surtout en période de changement climatique, avec une aggravation des cyclones pour les zones tropicales, des effets des pluies de type Cévennes chez nous et autres canicules et tempêtes. Voilà, ça c'est côté santé et usage des bandes. Après, la vraie question, c'est celle de l'usage. Alors, Françoise a commencé à le dire, mais ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. On nous vend l'idée que ça va être très utile pour des choses comme la prévision des inondations ou comme l'utilisation de la 5G pour pouvoir faire des opérations chirurgicales à distance. Très honnêtement, ça, c'est du flanc complet. Hein. Bon, tout ce qui est les relevés qui permettent de prévoir les inondations, ça, c'est extrêmement utile, hein, donc surtout à nouveau en période de changement climatique, mais c'est des choses qui se font déjà avec des fréquences très, très basses hein, et qui n'ont en rien besoin de la 5G, puisque c'est des signaux simples, hein, c'est du 0 ou 1, hein, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau. Hein, bon, donc, c'est des choses qui n'ont absolument pas besoin de la 5G. Quant à l'idée qu'il y aurait des possibilités d'avoir des opérations chirurgicales avec de la 5G, c'est aussi de la foutaise totale. Je veux dire, dans toutes les villes du monde, il y a aujourd'hui de la fibre optique et qui va s'amuser à utiliser un réseau mobile pour faire une opération alors qu'on peut utiliser de la fibre optique qui marchera beaucoup mieux avec des débits bien supérieurs et puis des risques de coupure bien plus faibles. Hein, bon. Donc le seul cas d'usage qu'on pourrait penser pour la chirurgie, c'est une situation de guerre au fin fond du Mali, en zone désertique, etc.,
Et ça revient à poser la question de qui va déployer les antennes 5G. Enfin, tout ça est absurde et ne tient pas debout. Il n'y a qu'un cas, hein, bon, mais qui est très problématique, hein, à mon avis, pour lequel la 5G pourrait faire sens, c'est la voiture autonome. Parce qu'une voiture autonome, elle a besoin de beaucoup de capteurs qui, en temps réel, vous renvoient des informations sur est-ce qu'il y a une voiture qui vient d'ailleurs, est-ce qu'il y a un feu rouge qui passe au rouge, est-ce qu'il y a, je ne sais quoi, du verglas à 100 mètres devant chez vous, devant votre voiture. Bon, et là, on peut penser que la 5G soit utile. Mais c'est le seul cas d'usage, hein, qui est vraiment démontré aujourd'hui. Et très franchement, la voiture autonome pose toute une série d'autres problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas, mais je pense que c'est quelque chose qui limite beaucoup les usages réels de la 5G. Alors maintenant, pour revenir un peu sur un point de vue un peu syndical global, moi j'avais trois idées à partager avec vous. Bon, la première, c'est qu'une espèce de retour critique sur ce que j'ai pu faire et dire il y a maintenant 25 ans m'amène à être prudent sur la diffusion des innovations. Hein, bon, ce que je viens de vous dire là, moi j'en suis aujourd'hui convaincu, hein, que la 5G aujourd'hui n'a d'intérêt que pour quelque chose qui est discutable, qui est la voiture autonome. Bon, mais c'est ce que je pense moi, Christophe, à un moment donné, avec des informations limitées. Hein, je travaille plus dans la R&D depuis un an, je suis pas un spécialiste des ondes radio, etc., etc. Bon, et je sais, pour l'avoir vécu, qu'on est capable de dire des bêtises et que je l'ai fait comme d'autres. Hein, mais moi en particulier, parce que j'étais responsable télécom au tout début de la création de Sud PTT, au début des années 90, et c'est l'époque où ont été diffusées deux nouvelles technologies. La première, c'était l'Internet, hein, qui on voyait bien, pouvait amener un usage qui dépassait largement celui du Minitel. Et puis la deuxième, c'était ce qu'on a appelé la 2G par la suite, mais qui était la technologie du GSM. Les deux technologies ont été diffusées en France auprès du grand public à partir de 1995, hein, donc il y a juste 25 ans. Et à l'époque, on a pris ces technologies de façon très différente. Hein. Sur l'Internet, on était plutôt favorable, hein, bon, et on était là assez orthogonaux, hein, vis-à-vis de l'entreprise, parce que je me rappelle, parce que j'ai été au conseil d'administration un peu après d'Orange, élu évidemment sur une liste sud, et le patron de l'époque, Michel Bon, quand Wanadoo a été déployé, hein, donc ça remonte à il y a longtemps, expliquait au conseil d'administration, on va lancer Wanadoo parce qu'on ne va pas se laisser prendre des parts de marché par des petits acteurs, hein, il y en avait beaucoup à l'époque qui étaient des petits providers, donc on va lancer Wanadoo, mais rappelez-vous bien que la stratégie de France Télécom, c'est de tuer l'Internet, parce qu'on a un réseau bien meilleur qui est le X25 et le Minitel. Hein, bon. Donc ça montrait la clairvoyance de notre ami Michel Bon, mais on voit bien à ce niveau-là qu'on n'avait pas forcément tort d'être plutôt pro-Internet. Mais à l'inverse, je me rappelle avoir écrit, et d'autres l'ont fait en même temps que moi à l'époque, des textes expliquant que le réseau mobile ne devait pas être déployé parce que les sommes qui allaient être investies dans le déploiement du mobile allaient se faire en concurrence avec les sommes à déployer dans le réseau fixe, qui était la seule chose qui permettait à toutes les populations d'avoir accès à la communication. Alors que le téléphone mobile, on est en 95, hein, était un gadget pour cadre supérieur et qui donc ne relevait en rien des besoins fondamentaux des habitants de cette planète. Hein, bon. Or, là-dessus, très franchement, avec un peu de recul, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Hein. Le téléphone mobile en Afrique, en Asie du Sud et dans les régions les plus pauvres du monde permet à des centaines de millions, voire des milliards de gens d'avoir un accès à une information qui est très utile pour eux à tous les niveaux, qui n'auraient jamais pu avoir avec un téléphone fixe, vu les conditions de déploiement du téléphone fixe en zone sahélienne ou tout autre. Bon, donc une certaine prudence, hein, parce qu'on peut, et je l'ai fait, hein, dire des bêtises, donc il faut être prudent. Même si j'ai aujourd'hui, moi, des convictions sur le fait, comme Françoise, que la 5G aujourd'hui ne représente pas du tout un intérêt qualitatif par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais je peux me tromper. Et donc, en tant que syndicaliste, on a intérêt à avoir un peu ce recul, hein, vis-à-vis de ce qu'on pourrait dire. Deuxième idée qui va un peu dans le même sens. Dans le débat public, moi, j'évite toujours d'être trop normatif. Hein. Bon, vous avez tous, je suis sûr, vu la petite phrase ou écouté la petite phrase d'Éric Piolle en disant que la 5G, ça servait à rien parce que pour regarder du porno dans un ascenseur, c'est pas forcément ça qui est prioritaire. Bon, ça, on peut être d'accord avec lui là-dessus, pas de problème. Mais derrière ça, il y a l'idée qu'il y a des usages bons et des usages mauvais. Hein, bon, ça, franchement, c'est difficile. Hein, je vous donne un tout petit exemple. Hein, bon, sur la vidéo, Françoise a complètement raison, c'est très énergivore. Donc, a priori, pas de problème, on est contre la vidéo. Mais dans tous les réseaux militants, et je suis sûr que même si je ne suis plus du tout dans les équipes dirigeantes et d'animation de SudTT, mais je suis dans Attaque, dans tous les réseaux militants, la vidéo, c'est ce qui aujourd'hui permet de faire passer des messages, souvent beaucoup plus que l'écrit.
Hein, donc, comment est-ce qu'on prend ces questions-là alors que la montée de l'usage vidéo, y compris dans les couches les plus jeunes, est aujourd'hui un des seuls ou des meilleurs moyens de faire passer des informations, des campagnes de conviction sur des questions qui nous intéressent. Donc voilà, évitons d'être normatifs sur ce à quoi sert telle ou telle technologie. Mais troisième chose que je voulais dire, et ça va être le point qui moi m'intéresse le plus, c'est que une chose qu'on sait maintenant dans les sociologies des usages et dans tous les rapports entre technologie et société, c'est que les mouvements de la société sont déterminants pour le développement ou l'implémentation de certaines technologies ou le refus de certaines technologies. Ça peut se faire en négatif. Alors malheureusement, ça ne s'est pas fait souvent dans le numérique, hein, mais ça s'est fait sur d'autres domaines, en particulier dans l'alimentation. Hein. Je pense aux bœufs aux hormones, je pense aux OGM, hein, qui en Europe sont interdits, seulement et seulement parce qu'il y a eu un mouvement militant qui s'y est opposé, avec la Confédération paysanne, José Bové, enfin, vous avez tous suivi ça, et qui a rencontré une volonté de l'opinion publique. Mais donc, vraiment, c'est des réseaux militants qui ont gagné ces batailles-là. Hein, bon. Et puis, en positif, on l'oublie toujours dans le numérique, mais c'est vraiment important, beaucoup des technologies qu'on utilise, des outils qu'on utilise, viennent de mouvements citoyens. Moi, une des premières recherches que j'avais fait à la R&D d'Orange, c'était sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi, les opérateurs télécoms n'en voulaient pas. C'est le moment où on passait à la 3G. Les constructeurs d'informatique n'en voulaient pas parce qu'ils déployaient à l'époque le Bluetooth qui était plus simple pour eux. Et c'est des militants qui avaient lancé le Wi-Fi. Hein. Moi, je sais qu'on travaillait, moi j'ai travaillé pas mal avec Paris sans fil, hein, ça remonte à il y a 20 ans, mais c'est eux qui ont lancé, d'abord aux États-Unis, en Australie, puis un peu en Europe, l'idée que le Wi-Fi pouvait servir à connecter les gens. Hein, bon. Et puis, on le voit bien dans le logiciel libre, que Bill Gates, il est passé à la télé ce matin, peut-être certains ou à la radio, certains d'entre vous l'ont entendu, expliquer en 90 que le logiciel libre était plus dangereux pour le capitalisme que le communisme. Hein, bon, c'est quand même pas négligeable pour un Américain, pour qui le communisme, ça se combat avec de l'ail et des croix. Et on voit bien aujourd'hui à quel point le logiciel libre s'est imposé dans une bonne partie de l'industrie informatique. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le voyez bien. Bon, on pourrait parler de Wikipédia, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit très, très attentif au mouvement de la société. Donc, en termes pas de conclusion, mais d'idées, à mon avis, à retenir, c'est une grande prudence dans la diffusion de l'innovation. Dans le même ordre d'esprit, évitons d'être normatifs, mais en même temps, soyons très, très à l'écoute de ce qui se joue dans la société, en prenant très au sérieux ceux qui s'opposent à la 5G pour de bonnes raisons. Hein. Surtout, ne les traitons pas d'en haut parce que nous, on défendrait l'emploi ou parce que nous, on connaît, parce qu'on est des techniciens, des ingénieurs, etc. Mais prenons en compte que la société, elle peut parfois, hein, on l'a vu sur les OGM, qui ont été pris de très haut par beaucoup de gens de l'INRA à l'époque. On sait qui ces gens qui sont en gros ces nouveaux ludistes, c'est des théories du complot, les OGM, il n'y a pas de problème, etc. Bon, et on voit bien à quel point la société a pu faire entendre sa voix. Donc, on peut avoir des surprises bonnes, à mon avis, aussi de ce type sur les technologies numériques. Ça n'a pas encore été le cas, mais ça pourrait être sur la 5G. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Bon, sur le reste, je ne vais pas vraiment reprendre tout ce qu'a dit François et que je partage. Hein. Bon, sur la sobriété numérique, il y a des questions absolument centrales, en particulier sur le matériel. Hein. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'elle a dit sur l'obsolescence et le remplacement tous les 2 ans des téléphones, des ordinateurs. Ça, c'est un point absolument majeur. Bon, après, pour le reste, on peut en discuter. Hein, mais je voulais déjà commencer par présenter ces quelques réflexions-là, qui sont très limitées, mais qui, bon, peut-être peuvent aider à poursuivre le débat. Voilà. Merci Christophe. On a des réactions et des questions, Jean-Paul? Oui, en fait, tu n'as pas abordé, mais ça ne pose pas de problème, tu n'as pas abordé, Christophe, directement les questions de l'emploi. Et en fait, au départ, on a convenu donc de faire 2 thèmes, pas tout comment dire, relativement différents, sur sobriété et emploi, parce qu'en fait, il nous est remonté quand même de la part de nos collègues d'Orange, alors syndicalistes ou pas syndicalistes, en gros des inquiétudes sur si on ne développe pas la 5G, que deviennent nos emplois, si on est les seuls parmi les pays européens à ne pas faire. Voilà. Donc moi, ce que je retenais, en fait, c'est dans la discussion de ce que tu racontes, c'est qu'il y a une grande inconnue, et du coup, tu parles de grande prudence sur l'avenir, mais du coup, y compris sur l'emploi. C'est vrai qu'on a un peu on va dire un peu oui, un espèce de brouillard. Et du coup, nous, on avait commencé à se poser des questions, alors indépendamment de savoir si dans la filière, l'emploi progresserait ou déclinerait, mais c'est aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui va manquer en termes d'emploi dans ces filières-là. Nous, on avait noté la question du conseil. On s'est aperçu quand même que les téléboutiques, mais de Free ou d'Orange, sont quand même plutôt des espaces de vente, alors pour des raisons évidentes, mais très peu de conseils. Voilà.
Et les questions de réparabilité, puisqu'en fait, maintenant, alors je crois que c'est une loi, sauf erreur, depuis le début de l'année, qui va imposer à toute une série de choses, de normes pour la réparation notamment des smartphones, des PC portables. Je crois qu'il y a les machines à laver, voilà. Donc en gros, même si évidemment tout ça est plein d'incertitudes, est-ce qu'on peut déjà commencer à réfléchir à quel type d'emploi demain et surtout qu'est-ce qui sera utile? Puisque la vocation dessus, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, au départ, c'est quand même d'être aussi utile, d'avoir des emplois utiles à la population et pas simplement faire du business, quoi. Si je peux dire un mot sur l'emploi, la grosse difficulté dans ces affaires-là, c'est que l'emploi direct de la technologie 5G, elle va être assez faible pour l'opérateur qui va la déployer. Bon, parce qu'il s'agit simplement de changer les émetteurs en haut des antennes. Dans certains cas, il faudra multiplier le nombre d'antennes parce que plus on monte en fréquence, plus la distance se réduit. Mais c'est à peu près tout. Donc, on n'ira pas très loin là-dessus. La difficulté, elle est tout à fait ailleurs. Et je crois que c'est ça qui s'est exprimé quand vous avez eu le premier débat dans le secteur télécom de Sud, c'est que si un opérateur ne vend pas de 5G, imaginons qu'on réussisse à bloquer la diffusion 5G ou la vente de terminaux et la mise en place d'équipements 5G pour Orange, mais que tous les autres le fassent. Bon, bien évidemment, on peut penser que dans 5 ou 10 ans, quand les nouveaux téléphones seront tous capables de capter la 5G, l'opérateur qui n'aura pas la 5G risque de voir son chiffre d'affaires diminuer beaucoup. Donc, à ce moment-là, l'emploi diminuer beaucoup parce qu'il n'y aura plus personne dans les boutiques, personne n'achètera de téléphone Orange, mais prendra du Free, du SFR ou du Bouygues. Vous voyez l'idée. Bon, donc, ce n'est pas des emplois directs. Ça, je pense que si on ne part que là-dessus, on va avoir vraiment des nombres extrêmement réduits d'emplois qui sont directement liés au déploiement de la 5G. C'est plutôt comment est-ce que dans un contexte concurrentiel, un opérateur, quel qu'il soit, ou un pays, ça revient au même, peut se retrouver s'il n'a pas les offres qui correspondent à des demandes du public, ce qui renvoie à la question des usages dont on parlait tout à l'heure. Bon. Alors la deuxième partie de ce que tu dis, Jean-Paul, ça je partage beaucoup, mais je n'avais pas voulu l'introduire à cette étape-là. Mais on peut le faire, c'est que il y a toute une série de réflexions à avoir sur ce que Orange, en tant qu'opérateur issu du service public, mais qui garde encore l'ADN du service public, en tout cas dans son personnel, pourrait offrir. Bon, l'exemple dont on parlait ensemble quand on a préparé cette conférence, Jean-Paul, c'est par exemple la réparation ou ne serait-ce que le changement des batteries dans un téléphone mobile. Bon, quand vous avez acheté un téléphone mobile chez Orange et que vous arrivez dans une boutique en disant « Ah tiens, j'aimerais bien changer la batterie », on vous dit « Ah ben non, on ne change pas la batterie ». Et c'était vrai avant pour l'iPhone, mais c'est aussi vrai pour Samsung et beaucoup d'autres. Et on vous dit, mais non, il faut changer de téléphone. Alors que vous allez en région parisienne chez les Bengalis ou Pakistanais qui ont maintenant un quasi-monopole du marché des petites boutiques télécom dans le centre de Paris, ils vous font ça pour 40 € en 10 minutes. Donc, en tant qu'opérateur de service public, on devrait pouvoir remplir ça. C'est besoins élémentaires de changer une batterie, par exemple. Bon, dans la même idée, il y a toute une fonction d'éducation, d'aide, de conseils à donner à des populations qui correspondent en plus à ce qui est le cœur de cible d'Orange. C'est-à-dire des gens qui ont dépassé la cinquantaine, la soixantaine, qui sont souvent dans les zones rurales. Et là-dessus, il y a toute une série de choses qui permettraient de développer l'emploi ou en tout cas de le conserver en faisant un travail vraiment utile. Mais là, on dépasse le débat sur la 5G. C'est quelque chose de beaucoup plus global sur la littératie numérique et comment aider les gens à se débrouiller à un moment où, par exemple, les services publics ne sont quasiment plus accessibles que sur ordinateur. Enfin, vous voyez bien tout ce qu'on pourrait voir développer, mais je n'en dis pas plus à cette étape. Ok, merci. Alors attendez, dans le fil de la discussion, on a pas mal de choses qui se croisent et qui se recoupent autour des... Bon, on a par exemple Guillaume, c'est à votre avis, doit-on s'attendre à une grande transformation de l'emploi dans le numérique en France et nous allons vers plus de sobriété numérique? Visiblement, c'est un début de réponse que tu donnais à cette question, toujours avec un espèce de brouillard pour les années qui viennent. Donc le conseil, les questions de réparabilité, bon voilà tout ça. Et on avait la question, je ne sais pas si tu peux préciser, de Carlos, qui nous dit, peut-on se passer de la croissance dans un contexte concurrentiel? Un vaste débat, mais là, ce n'est plus la 5G, c'est la 6, la 7, la 8. Voilà. Si tu as quelques éléments là-dessus. Le problème de la concurrence, c'est ce que font les autres.
En soi, on peut tout à fait vivre dans un monde dans lequel on va réduire la consommation. De toute façon, il y a toute une série de domaines dans lesquels il faut la réduire. Je veux dire, tout ce que Françoise a développé sur les limites de la planète, j'ose espérer, s'impose comme une évidence. Et l'idée qu'on va consommer, par exemple, de plus en plus de pétrole, d'essence ou de gasoil, c'est évidemment absurde. Bon, et ce qui est vrai pour le pétrole et tout ce qui est les combustibles carbonés est vrai pour toute une série d'autres domaines. Je veux dire, on ne va pas multiplier le nombre de voitures vendues, etc., etc. Donc, on peut tout à fait penser des industries ou des services, puisqu'on est avant tout une entreprise de services, qui vivent dans un monde dans lequel on est plutôt, alors j'emploie pas le mot de décroissance pour éviter des débats purement sémantiques, mais dans lequel on est dans une réduction, une stabilité, voire une réduction d'activité. Bon, ça, c'est tout à fait possible. Ça va être le cas des pétroliers, des vendeurs de voitures et des tas d'autres. Bon, dans le numérique, par exemple, on en parlait aussi avec Jean-Paul. Rappelez-vous, pour les plus anciens, enfin en tout cas ceux qui ont plus de 25 ans, dans les années, il y a 10 ou 15 ans, on achetait des ordinateurs tous les 2 ans parce que les puces étaient à chaque fois plus puissantes et on voulait avoir l'ordinateur qui permettait de faire plus de choses, etc. Aujourd'hui, ça fait 15 ans ou 10 ans que les ordinateurs se valent, quoi. Il n'y a pas de nouvelle génération d'ordinateurs qui sont qualitativement supérieurs à ceux d'auparavant. Et ce qui est vrai pour les ordinateurs est maintenant le cas pour les téléphones. Autant au tout début de l'iPhone et des smartphones, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y avait des vrais progrès. Mais là, aujourd'hui, entre l'iPhone 10, le 11 et le 12, le Samsung 8, 9, 10, franchement, qui voit les différences? On va avoir 4 capteurs caméra au lieu de 2. Enfin, c'est absurde, quoi. On a des choses qui y compris, font que les usages commencent à se transformer. Il y a de plus en plus de gens qui ne changent pas d'ordinateur tous les 2 ans ou tous les 3 ans. C'est une évidence. Et j'espère que ce sera la même chose pour les mobiles. D'où une réduction de fait de la consommation. Et Jean-Paul? Non, mais vas-y, tu voulais poser une question. Oui, je voulais poser une question, mais je ne sais pas si c'est à Françoise ou à Christophe. Du coup, on a parlé on parle par exemple des centres d'appel et des centres d'appel qui sont délocalisés en Tunisie, à Madagascar, etc. C'est-à-dire que du coup, qui utilisent du réseau, alors pas obligatoirement de mobilité pas obligatoirement de l'Internet mobile, mais en tout cas du numérique. Je voulais savoir si on avait un moyen de calculer ce que ça a coûté à la planète. Et je me posais la question si Free, quand il dit qu'il va être super bon par rapport à l'écologie, s'il a intégré toute l'énergie qui est dépensée pour traverser les océans. Là-dessus, je pense qu'il y a des gens de la R&D dans la salle qui connaissent mieux que moi, je ne veux pas dire de bêtises, mais on sait tous quand même que le mobile, ça ne sert que pour la boucle finale. Le trafic, il passe sur de la fibre optique partout maintenant, y compris pour arriver jusqu'au mobile. Donc, là-dessus, il faut vraiment que les spécialistes du réseau s'expriment. Je pense que ce que ça coûte en termes énergétiques est assez faible sur la fibre, mais je le dis de façon très, très prudente. Donc, je ne pense pas que ce soit ça le facteur essentiel. Quand on discute de la délocalisation des centres d'appel, c'est plutôt le fait qu'on va utiliser des pays où les normes sociales ne sont pas les mêmes, les salaires sont beaucoup plus bas. C'est plutôt cette question-là qui, moi, m'apparaît centrale. Et ce que Sud avait bien réussi à faire, c'est d'avoir une espèce d'internationalisation, disons, des luttes sur les questions des centres d'appel pour qu'il n'y ait pas de mise en concurrence d'un pays vis-à-vis de l'autre et qu'au contraire, on pousse pour avoir des conditions de travail, des salaires, des temps de travail qui soient bons pour tout le monde, quel que soit le pays dans lequel on est. Je pense que, mais là aussi, grande prudence, il y en a probablement dans la salle qui sont bien, enfin dans la salle, sur ce Zoom, qui sont bien meilleurs que moi. Je ne pense pas que la consommation dans les fibres optiques soit très, très importante. Mais je le dis vraiment très, très prudemment. Jean-Paul, une autre question, oui. Oui, en fait, c'est plus haut dans le fil. Non, c'est Carlos qui réagissait donc sur les questions de concurrence et qui rebondit en nous disant une concurrence bridée par une prise de conscience des entreprises sans contexte réglementaire, c'est vraiment envisageable. En fait,
quand on avait préparé le début de discussion avec Christophe et Françoise, on était en plein au cœur du sujet puisque ces questions de réparabilité là, arrivaient début 2021. Et alors, c'est des questions de marketing et donc là, pour le coup, de concurrence. Mais le truc assez étonnant dans les grandes enseignes électroménagers, c'était qu'en fait, c'est Darty qui cherchait manifestement à se positionner le premier en disant, nous, on ne va pas réparer que le smartphone ou la machine à laver le linge. On va tout réparer. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce genre de discussion, c'est que des fois, mais ça, c'est pas nouveau, hein, c'est que dans le monde industriel ou commercial, on nous dit qu'il y a concurrence, mais des fois, c'est le premier qui sort du bois. Et c'est vrai que Darty, enfin, la tête Darty maintenant, a quand même une, alors à tort ou à raison, moi, je n'ai pas le détail, mais a quand même une image de marque sur la réparabilité, la réparation, les services après-vente, etc., etc. Comme quoi, j'ai envie de dire, pour compléter ce que tu disais, le monde là-dessus n'est pas linéaire. Ça se trouve, dans 3 ans, ce qu'il emportera dans le domaine, c'est on répare tout. On répare tout et on n'achète plus. Enfin, on achète de moins en moins, quoi. Bêtement pour des questions de pouvoir d'achat aussi, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui. Ce serait l'idéal. Alors. Sur Facebook, on a d'autres questions. Ouais, attendez, on est en train de regarder. Il y avait une question sur Bruno Latour. Il y a une question qui nous a été posée sur ce que SudPTT pensait de Bruno Latour. Et donc, la réponse, c'est que pour le moment, on n'en pense rien parce qu'on n'a pas lu ce qu'il a écrit. Voilà, mais par contre, si vous, de votre côté, vous avez vous connaissez un peu ses positions, voilà, de nous éclairer. Ce que je conseille à tout le monde, il y a le petit bouquin qui vient de publier qui s'appelle Comment atterrir, je crois que c'est ça le titre exact, qui est super bien, quoi. Hein, bon, en fait, il prend la métaphore de l'avion, hein, et derrière, c'est l'idée que les classes supérieures sont en train de se détacher complètement de la surface, c'est-à-dire du pays dont ils sont issus. Hein, alors qu'auparavant, on avait des classes supérieures qui vivaient dans un territoire et qui, même s'ils exploitaient le bon peuple, comme on dit, pour pouvoir vivre avec des conditions de vie qui n'ont rien à voir avec celles des classes populaires, aujourd'hui, ils sont prêts à s'évader et à laisser tout le monde, je ne dis pas mourir au sens littéral du terme, mais dans les conditions les pires possibles. Hein, bon. Et donc, tout son truc, c'était d'expliquer ce en quoi aujourd'hui, même ceux qui cherchent à s'évader de la planète n'y arrivent plus. C'est un bon bouquin. Bon, alors après, Latour est controversé chez certains parce qu'il était accusé de relativisme scientifique, ce que je ne pense pas, hein, ce n'est pas du tout mon point de vue. Mais je ne sais pas si toi, Françoise, tu as un avis sur Latour, mais moi, je conseille plutôt de le lire. C'est toujours en tout cas très stimulant. Hein. Oui, ben, je vais complètement dans votre sens. Je pense que c'est des écrits à lire, comme d'ailleurs beaucoup de philosophes. Aujourd'hui, je pense que vraiment, il faut changer de paradigme et puis vite, parce que sinon, on va se retrouver dans le mur et puis vous n'êtes pas sans savoir que les perspectives qui nous sont aujourd'hui décrites par les scientifiques, s'agissant de la montée des océans ou du réchauffement climatique, à chaque fois qu'il y a des nouvelles mesures, des nouvelles simulations, c'est encore pire que ce qu'on avait pensé. Donc, en fait, il faut réfléchir aujourd'hui. J'ai vu à un moment sur le chat, il y avait quelqu'un qui parlait de résilience, et moi, je trouve que ça, pour des entreprises qui font de la communication, c'est vraiment peut-être un point essentiel, c'est réfléchir comment on fait de la résilience de nos réseaux dans un monde où il va y avoir de plus en plus de bouleversements, de phénomènes climatiques majeurs. Et où le numérique, on va encore en avoir besoin parce que ça va peut-être être le truc qui va nous permettre de communiquer entre nous. Donc, voilà. Donc, c'est pas, donc le truc, ça serait plutôt de consolider ce qu'on a et de faire en sorte que ça soit plus résilient, que les équipements ils durent plus longtemps, que tout ça, plutôt que d'aller vers des nouvelles technos. Vous savez, dans 50 ans, je vous assure, le monde, il aura déjà bien changé. Hein. Ça va très, très vite, là, maintenant. On ne peut pas attendre 100 ans, même sur les histoires de métaux et tout ça.
les ressources, on est en train de toucher le bout, quoi. Donc, il faut... à un moment donné, il faut changer de paradigme. Moi, je trouve... bon, d'ailleurs, en passant, j'ai pas mal déjà échangé avec Orange, avec les labos d'Orange, et franchement, j'apprécie, moi, la façon dont Orange travaille ces questions. Je trouve que de tous les opérateurs, c'est certainement celui qui va le plus loin, qui est le plus engagé et qui fait les travaux les plus sérieux. Donc je suis la première à aller travailler avec Orange et à soutenir des choses que fait Orange. Mais là, sur ces déploiements de nouvelles technologies, là, voilà. Mais bon, j'en ai déjà parlé avec eux. La question de qu'est-ce que je vois là? Ne va-t-on pas trouver des nouvelles ressources en métaux sous la glace qui est en train de fondre? Bah oui, mais sauf que si le permafrost fond, et ben vous avez aussi plus de virus et puis la température de la planète, elle augmente plus. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire des métaux, vous voyez. Parce que si vous ne pouvez plus vivre raisonnablement, c'est juste pas possible. On sait maintenant que si la température moyenne de la planète elle atteint 5 degrés, il n'y a plus qu'1 milliard de personnes qui peuvent vivre sur Terre sur les 9 d'aujourd'hui, vous voyez, les 7,5 d'aujourd'hui. Bon. Merci Françoise. Ah, je suis désolée, c'est pas très optimiste, hein, mais je pense que on ne peut pas faire comme avant là. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de faire des collectifs, de réfléchir à ce que vous pouvez faire. C'est vrai que c'est pas simple tout ça, parce qu'il y a aussi la croissance, il y a tout ce qui pousse, il faut aller plus loin, etc. Bon. On s'était posé la question des usages et de ce qui pouvait encourager, tu parlais d'accélération et de tout ce qui pouvait encourager les usages. Et donc, dans la communication d'Orange, par exemple, mais d'autres opérateurs, il y a le fait, naturellement, vous changez votre portable tous les 2 ans. Or, ce changement tous les 2 ans, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est préparé par les contrats commerciaux qui font que quand vous prenez un portable, vous vous engagez pour 2 ans. Et en fait, c'est votre abonnement qui subventionne votre portable, comme ça vous l'avez moins cher que si vous l'aviez acheté tout seul. Et le fait d'être engagé pour 2 ans encourage, au bout de 2 ans, à dire ça y est, je suis libre d'en acheter un nouveau. Il y a d'une part ça, et il y a d'autre part les forfaits illimités. Illimité, donc SMS, ça va pas chercher loin, mais illimité en vidéo, etc. D'une part, ça consomme beaucoup, et d'autre part, au point de vue de la vie en société, ça coupe les relations entre les gens de manière, entre guillemets, exponentielle. Donc, sur la question des usages, est-ce que vous avez eu l'occasion de réfléchir l'une ou l'autre sur les usages des consommateurs, comment ils pouvaient être encouragés ou comment ils pouvaient être limités dans une vue d'une consommation plus sobre? Vous avez raison, l'histoire des téléphones qui sont des promotions qui sont proposées par les opérateurs par rapport à l'achat des téléphones, c'est une vraie catastrophe de ce point de vue-là. Cela dit, il me semble que depuis que Free est rentré sur le marché et propose des forfaits qui sont indépendants du téléphone, ça se fait quand même un peu moins, ça. Donc ça a un petit peu réduit. Et puis il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui vous dites c'est naturel de changer son téléphone tous les 2 ans. Moi, je ne change pas mon téléphone tous les 2 ans. Je veux dire, ça ne sert à rien. Le téléphone, il continue de marcher au bout de 2 ans et des fois, il faut faire changer la batterie au bout de 3 ans, mais
ça continue de fonctionner, quoi. Après, c'est vrai que les opérateurs, ils ont tendance, en tout cas certains, à pousser un peu à la consommation. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que l'État légifère. Je pense que ça ne va pas être possible de continuer à croître comme on le fait. Parce que là, aujourd'hui, le pourcentage d'augmentation de l'utilisation des réseaux, je ne sais plus combien c'est, je ne vais pas dire des conneries, mais il y a certainement des gens parmi vous qui le savent chez Orange, mais c'est énorme, comme chez tous les constructeurs. Donc, à un moment, ça ne va plus être possible. Et déjà, il y a une loi en préparation, enfin qui est déjà passée d'ailleurs, qui va obliger les opérateurs à donner à leurs clients leur consommation en gigaoctets de données à chaque fois qu'ils envoient une facture. Donc déjà, il y a un premier pas qui est en train d'être fait, mais c'est certain qu'il va falloir aller plus loin sur ces usages-là. Moi, je ne crois pas que les personnes vont s'auto-raisonner toutes seules à consommer moins de vidéos. J'y crois pas, ça. Il va falloir que ça soit imposé ou alors que ça soit cher. Vous parliez d'intervention de la puissance publique. La question qu'on s'est posée aussi, c'est de la multiplication des réseaux d'opérateurs, c'est-à-dire que grosso modo, chacun fait son autoroute pour faire passer son réseau. Donc, ça multiplie le nombre d'antennes, ça multiplie le nombre ça multiplie l'infrastructure, donc l'impact environnemental. Quelle configuration on pourrait imaginer pour limiter ces nouveaux matériaux, l'utilisation de ces nouveaux matériaux? Moi, là-dessus, je pense que l'affaire des terminaux, il faudrait en effet qu'il y ait une vraie bagarre. Et l'exemple de Free est bon, hein, je partage aussi ce que dit Françoise, pour découpler la vente des terminaux, quitte à ce que ce soit à crédit, si les gens n'ont pas les moyens de l'acheter cash, parce que ça coûte quand même une blinde, hein, un smartphone de qualité, de l'abonnement lui-même au réseau. Hein. Bon, ce qui ne va pas, c'est ce package promotionnel, toujours fait au moment des fêtes de Noël, où on a l'impression que le téléphone, il est gratuit. Hein, bon, en fait, il n'est évidemment pas gratuit, mais si on imposait, ça se fait dans d'autres secteurs du commerce, hein, où on n'autorise pas les ventes liées comme ça entre différentes choses. Et je pense que ce serait une bonne pratique que de faire passer une réglementation qui n'autorise pas ce fait de faire des packages dans lesquels on ne sait pas ce qu'on achète à l'arrivée. Hein, bon. Et déjà, si on faisait ça, je pense qu'on limiterait un petit peu cette rotation des terminaux tous les 2 ans aujourd'hui. Hein, bon, parce que même rationnellement pour l'utilisateur lambda, il n'y a plus d'intérêt à changer de Samsung, d'iPhone ou de Huawei, ce que vous voulez, tous les 2 ans. L'affaire des réseaux et de la concurrence entre opérateurs, faites un peu attention. Alors, bon, ça fait 1 an que je ne suis plus à la R&D, donc je vais le dire prudemment, mais on voyait monter dans le monde un modèle dans lequel le réseau était déconnecté des services, et souvent, c'était un seul opérateur qui montait un réseau, et les opérateurs de télécom, en fait, ne faisaient que vendre des services pour des réseaux qui étaient le même pour tout le monde. Hein. C'est déjà ce que font un peu les opérateurs. Et là, l'ARCEP a imposé les choses aux opérateurs en France. Dans toutes les zones rurales, ce qu'on appelle les zones blanches, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul opérateur qui fait le boulot, et les 4 en fait se branchent sur les terminaux de l'opérateur qui est là. Hein. Bon, c'était le seul moyen de pouvoir combler les zones blanches sans multiplier les antennes, qui coûtaient cher aux opérateurs et qui, sur le plan écologique, étaient évidemment absurdes pour une consommation assez faible, parce que c'est des zones à très faible densité, bien évidemment. Hein. Bon, donc on peut demander à ce que ces choses-là se développent un peu plus. Hein. Bon, ça peut être une solution. Pour ce qui est des datas et du fait que les gens l'utilisent plus,
moi, je suis plus prudent que vous. Sur le plan sociétal déjà, parce que y a plusieurs réflexions qui ont été faites. Vous voyez qui est Serge Tisseron, probablement, qui est le psychiatre, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'addiction, etc., et de numérique, et qui dit que, parce qu'il y a une dizaine d'années toute une campagne sur l'idée que les jeux vidéo pour les adolescents, par exemple, coupaient leur réseau de sociabilité, et que l'adolescent se renfermait sur lui-même, etc. Vous avez dû voir passer ça. Il y a eu c'est vraiment des marronniers. Hein, on avait ça dans toute la presse. Hein, ce que dit Serge Tisseron, surtout avec les jeux vidéo aujourd'hui qui peuvent être des jeux en ligne pour la plupart d'entre eux, hein, il dit la seule question à poser à un adolescent, c'est est-ce que tu joues tout seul ou est-ce que tu joues avec tes copains? Et si tu joues avec tes copains, les liens de sociabilité existent même s'il est en ligne. Hein, alors on peut regretter que les gens ne se revoient plus dans les cours d'immeubles, ça c'est encore autre chose. Hein, mais il faut faire attention à ça parce qu'il y a des générations pour lesquelles ça ne posera pas de problème de se déconnecter, etc. Pour d'autres, la connexion, c'est le lien social. Hein, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Hein, c'est-à-dire que le lien social, en particulier chez les ados et les jeunes, passe par le numérique. Et donc, couper le numérique, c'est casser le lien social. Parce que derrière, l'augmentation, par exemple, du trafic automobile fait que les gens n'ont pas envie de voir leurs enfants de 12-13 ans sortir dans la rue à 20 h le soir, etc., etc. Donc, il y a toute une série d'évolutions sociales qui méritent d'être discutées. On peut regretter le moment où les gens se retrouvaient dans les cours d'immeubles. Je n'ai absolument rien contre ça, c'était mon enfance. Mais je ne suis pas sûr que ça puisse être imposé à la totalité de la population. Et donc derrière, faisons attention au fait que ces outils mobiles permettent aux jeunes de garder une sociabilité, surtout en ce moment avec le Covid. Ouais, moi je voudrais modérer un peu votre propos, si je peux me permettre. Bien sûr, non, au contraire. Ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'on peut considérer qu'un jeune qui a 16 ans, qui fait des jeux avec d'autres, et où il y a d'ailleurs je suis d'accord avec vous, à un certain niveau de sociabilisation, et puis voir dans sa façon de gérer les jeux, des fois, ils acquièrent des compétences qui sont très utiles. Donc, je ne veux pas contester ça. Mais par contre, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une dérive où on voit régulièrement dans les transports en commun des gens qui mettent des smartphones devant les yeux des enfants de 2 ans pour qu'ils se calment. Donc là, c'est quand même un problème, un vrai problème de santé publique. Parce que là, on voit les dégâts ça provoque des dégâts de développement psychomoteur des enfants. Vous avez aujourd'hui une explosion de la prévalence de la myopie et c'est à cause de ça. Vous avez tout un tas de problèmes qui sont liés à l'usage massif du numérique et donc moi, je serais extrêmement prudente à vanter les usages du numérique pour les enfants et puis les jeunes, du coup, un peu par extension. D'autant plus qu'on sait maintenant que vous voyez bien qu'il y a tout un tas de mécanismes addictifs qui sont utilisés par les développeurs d'applications et puis évidemment par le marketing digital qui font que en fait ils perdent quand même une partie de leur liberté. Alors après ça va poser toute la question de la liberté. Êtes-vous plus libre quand vous allez dans la cour de votre immeuble pour discuter avec les autres? Mais là on a quand même des vrais problèmes d'addiction d'enfants, de jeunes à l'écran à cause de la façon dont les applications sont développées. Et là, vous avez des bouquins là-dessus qui expliquent ça maintenant. Tout... Non, mais sur les enfants, François, je suis complètement d'accord. Hein. Et là-dessus, même reprenez les trucs de Tisseron, il dit rien avant 3 ans. Enfin, il y a toute une série de choses qui c'est même 6 donnent. ans maintenant. Hein, c'est plus... Ouais, 6 ans, 9 ans, je suis d'accord. Hein. Moi, je parlais vraiment des ados au-dessus de 16 ans, quoi, hein, ce qui est encore autre chose. Mais pour aller dans votre sens, un des trucs sur lequel, alors là, on sort du monde des télécoms pour toucher celui de la télé, dans lequel les choses sont les plus scandaleuses, c'est les pubs pour gamins de 3 ans à la télé. Hein. Je reprends un peu on a proposé aux personnes qui étaient avec nous de prendre la parole, puisqu'on on a un peu de temps. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur le chat ou sur Facebook. Et il y a Freddy de l'Île-de-France qui a demandé la parole. Donc, la parole va être donnée à Freddy. Donc, Freddy, tu peux... 2 secondes. 2 secondes, je me permets d'intervenir en tant qu'animateur. Je serai ferme sur les prix. Les prises de parole qui arrivent dans le chat, les demandes, c'est 2 minutes maximum.
Oui, merci Yann. Ok, bonjour à tous. Je vais être rapide. Alors, donc, en fait, bon, je suis syndicaliste hein, et notamment chez Orange. Donc, on a une vraie difficulté et là, c'est quand même assez paradoxal. C'est qu'au bout de plusieurs mois donc, de décision de déploiement de la 5G, on a les différents syndicats donc, des opérateurs concernés qui ne prennent pas véritablement de position donc, sur la 5G. Alors même que là, le sujet d'aujourd'hui, c'était notamment l'emploi, c'est-à-dire qu'il y aura un impact direct sur l'emploi des entreprises concernées, les opérateurs, justement parce qu'il y a eu un investissement énorme au moment de l'achat, donc en septembre, des bandes passantes, hein, donc plusieurs milliards d'euros qui ont été investis par les 4 opérateurs en France. Il faut savoir aussi qu'ils vont investir, ils sont déjà en train d'investir plusieurs milliards d'euros pour le déploiement donc, des différentes antennes soi-disant intelligentes de la 5G avec des ondes millimétriques. Donc, il faudra absolument qu'il y ait une multitude d'antennes pour que le réseau puisse exister. Ça veut dire un investissement lourd, extrêmement lourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos entreprises, dans les différents opérateurs, notamment qui font du réseau, qui font comment dirais-je, qui travaillent dans le filaire et donc dans la fibre optique. Il y aura de toute évidence une concurrence entre les différents réseaux, puisque les usages en fait seront également en concurrence. Avec la 5G, on nous promet plein de choses qui sont déjà en concurrence avec le filaire et la fibre optique. Donc, de toute évidence, nos opérateurs, les entreprises concernées vont faire un choix. Ils font d'ores et déjà un choix, donc, notamment chez Orange, où il y a un impact direct d'ores et déjà sur l'emploi global hein, et notamment aussi sur la répartition du territoire de l'entreprise Orange, notamment par le biais de ses bâtiments. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la 5G, on a un boulevard qui s'ouvre pour dénoncer ce déploiement qui est tout à fait inacceptable actuellement. Le gouvernement, il a déjà fait son choix, il a déjà légiféré puisqu'il a vendu ces bandes passantes. Donc, il faut absolument que maintenant, on fasse un frein parce que dans nos entreprises, on peut revendiquer plus d'emplois, mais c'est notamment aussi en abandonnant l'idée d'une 5G qui ferait en sorte qu'on aurait des entreprises pérennes avec l'ensemble des salariés. Je m'arrête là-dessus. Merci Freddy. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont inscrites du côté de Facebook? Non. Donc, il y avait des questions qui étaient restées en suspens, donc je donne la parole à Jean-Paul. Oui, non, mais enfin, moi j'ai une question qui me trotte dans l'esprit là, depuis le début de la réunion, c'est qu'en fait, c'est un peu été abordé par Freddy là, rapidement. En fait, la question qu'on se pose tous, c'est comment on va travailler ensemble. Quand je dis ensemble, c'est il y a énormément de rapports aujourd'hui sur ces questions-là, et tant d'autres hein, sur la transition énergétique globalement. Donc la question, elle est à Christophe et à Françoise, entre autres. Hein. C'est comment on travaille ensemble. Ensemble, c'est quoi? C'est toutes les ONG qui travaillent sur cette question-là, mais on a les mêmes recherches, les études dans le pétrole, voilà, l'automobile et autres. Et comment on travaille les ONG, les chercheurs, les scientifiques avec le mouvement syndical. Parce qu'en fait, le point de blocage, il ne faut pas se le cacher, il sera, on le voit sur la grève là, de la raffinerie en Seine-et-Marne à Grand Puy, c'est que les forces écologiques soutiennent y compris la transformation proposée par Total, mais ça bloque sur la question de l'emploi, puisqu'évidemment, il y a des suppressions d'emplois à la clé. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment et à quel moment tout le monde va pouvoir travailler ensemble. Parce qu'en fait, on a encore aujourd'hui, alors on l'a dit à Françoise quand on a préparé la réunion, on a un mouvement syndical que nous, on considère très en retard, très en retard. Il ne suffit pas de signer des appels unitaires ou voilà, de faire des grandes déclarations sur le greenwashing, mais sur toutes ces questions, on est très, très en retard. C'est un peu ce qu'on pense, parce qu'on pense que le mouvement a démarré. Donc voilà, la question s'adresse à Christophe et à François, c'est à un moment donné, les capacités qu'on a travaillées ensemble, est-ce que c'est possible? Quand? Rapidement ou pas? Voilà. Nous, à SudPTT, je pense qu'on est, on est prêt parce que, oui, on est un peu, on a l'impression de courir aussi un peu le temps, indépendamment de la réunion de ce soir, quoi. Moi, si je peux donner un conseil, hein, mais il est vraiment élémentaire, c'est, à mon avis, faites une réunion en tant que Sud
avec les acteurs les plus impliqués sur les questions de la 5G. Donc évidemment, à mon avis, les critiques, parce que c'est surtout ceux-là qui s'expriment, et tant mieux. Mais faire une réunion, commencer par ça, pour commencer à établir un cadre commun. On l'avait fait à l'époque des grèves, Jean-Paul, tu t'en rappelles, par exemple avec les usagers des transports, des services postaux et autres. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné décider de commencer à travailler avec des associations d'usagers, quelles qu'ils soient, et de voir avec eux comment on peut avancer. Je pense que c'est difficile de régler ça uniquement dans un cadre syndical, parce qu'on sera moi je suis maintenant retraité, mais on se retrouve vite surdéterminé par les questions internes à l'entreprise ou au secteur concerné. Et donc, si on veut vouloir ouvrir un peu les débats, c'est très utile de le faire avec d'autres et de le rendre public. On peut tout à fait avoir un tract dans lequel on donne les différents arguments, dans lequel on donne la parole à des acteurs qui ne sont pas forcément les acteurs syndicaux. C'était aussi, et ça l'est toujours, je pense, une des marques de Fabrique de Sud, d'être capable de se lier comme ça à d'autres mouvements sociaux ou à d'autres acteurs sociaux. Ce qui ne veut pas dire que leur parole doit s'imposer à nous, ce n'est pas le sujet, mais voilà. Si j'ai un tout petit conseil à donner en fin de réunion, c'est celui-là, rien de plus. Ouais, moi, je ne sais pas vraiment répondre à votre question. Il y a tellement de choses à faire et tellement de partout. Je dirais, j'irais dans le sens de ce qu'a dit Christophe, c'est-à-dire faites un groupe de travail sur le sujet, associez-vous avec d'autres personnes, décidez d'une action à faire et faites l'action. En fait, il faut bien réaliser aujourd'hui qu'il n'y a aucune action que pourrait faire n'importe quel acteur qui résoudrait elle seule le problème du réchauffement climatique et des questions environnementales. En fait, moi, c'est un truc que je dis tout le temps aux chercheurs, aux étudiants, enfin aux personnes que je côtoie ou au grand public quand je donne des conférences, mais les gens ils disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, on va garder notre téléphone 2 fois plus de temps. Alors, c'est sûr que c'est déjà ça qu'il faut le faire, mais c'est sûr que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, tous les gens qui sont dans des postes, dans des entreprises ou comme moi, dans la recherche, en fait, le truc le plus efficace qu'on puisse faire, c'est de se rassembler, de trouver une action à faire et puis de faire l'action et puis de procéder comme ça par petits pas en réfléchissant ensemble parce que il n'y a rien qui se fait tout seul en fait. Et donc, vous pouvez réfléchir entre vous et puis c'est bien de ponctuellement, mais pas sur des durées longues, mais vous pouvez ponctuellement vous associer avec tel acteur, voilà. Je ne sais pas, si on avait la solution du réchauffement climatique aujourd'hui, ça se saurait, vous voyez. Donc il faut avancer. Vous êtes chez des opérateurs qui ont un rôle important en ce moment. Vous avez donc un rôle important. Et donc, apprenez, lisez, réfléchissez ensemble, et puis voilà quoi. Faites ce que vous faites aujourd'hui, c'est bien. Merci. J'ai passé la parole à Guillaume. Là, j'enlève le mute de mon micro. Bonjour. Moi, je voulais rebondir en fait sur 2 mots qui ont été prononcés, l'un par Françoise et l'autre par Christophe. Christophe a dit à un moment donné, je ne veux pas parler de décroissance, et Françoise a dit à un autre moment, il faut changer de paradigme. Eh ben, moi, c'est un de mes intérêts en tant que syndicaliste, militant syndical chez Sud aujourd'hui, de me poser des questions sur justement, comme on dit qu'il faut réduire massivement, si on veut rentrer dans les 2 tonnes par Français d'émissions de gaz à effet de serre en 2050, il faut réduire absolument massivement les choses. Il faut au contraire parler de décroissance et dire que la décroissance, en fait, ce n'est pas la récession. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit, mais c'est quelque chose qu'on planifie. Et c'est quelque chose qui doit effectivement faire en sorte que
enfin, essayer d'éviter justement les inégalités, de favoriser l'écologie au lieu d'abandonner l'écologie comme ce qu'on est en train de voir en ce moment alors qu'on est en récession et on abandonne complètement l'écologie. Donc c'est un petit peu l'idée de penser la décroissance de manière vraiment théorique et structurée. Et j'ai découvert il y a quelques jours la pensée d'un chercheur qui s'appelle Timothée Parikh et qui vient de publier il y a un an une thèse justement sur l'économie politique de la décroissance. Et je trouve que c'est vraiment une réflexion dont nous devrions nous emparer au sein des syndicats. Et donc, c'est ce que j'aimerais bien continuer à faire après cette première étape que nous avons organisée ce soir à Sud PTT. C'est vraiment la réflexion que j'aimerais bien mener et que j'invite tous les autres syndicats à mener. Moi, je dirais simplement un mot là-dessus, si je peux. Je partage vraiment l'idée générale. Bon, la difficulté, elle porte sur deux niveaux quand on parle de décroissance. Il y a une première difficulté psychologique de communication, appelez-la comme vous voulez, mais dire à quelqu'un qui vit avec le RSA qu'on va rentrer dans une phase de décroissance, même si on lui dit que ce n'est pas lui qui va être le premier touché, en général, ça inquiète. Hein, bon. Et puis, il y a une deuxième question liée au mot même de décroissance, c'est que ça laisse penser que tout va décroître. Or, il y a des tas de choses qui doivent croître au contraire. Toutes les activités de ce qu'on appelle en anglais le care, c'est-à-dire le soin au sens large du terme, hein, les activités dans la santé, dans l'éducation, dans l'aide aux personnes qui en ont le plus besoin, dans l'agriculture vécue comme quelque chose de reproduction et pas de production. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont demander au contraire de la croissance. Hein, de la croissance au sens où il faut passer plus de temps avec les malades, avec les personnes âgées, avec les jeunes ou tous ceux qui ont besoin de formation à un moment donné. Bon. Par contre, à l'évidence, il faut une décroissance massive de l'utilisation de l'énergie, du béton dans les bâtiments, enfin bon, je vais pas, des voitures, etc., etc. Ça, je ne vais pas multiplier les exemples que vous voyez bien. Moi, ce que je préfère utiliser, ça me paraît plus pédagogiquement, excusez-moi, efficace, c'est l'idée qu'on est pour une société post-croissance. Vous savez que depuis les dégâts dus à l'Union soviétique et au stalinisme, les gens parlent plus rarement du communisme. Bon, donc très souvent, on parle de société post-capitaliste. Le terme de société post-croissance permet de montrer que ce avec quoi il faut rompre, c'est l'idéologie de la croissance, c'est-à-dire le productivisme qui nous amène droit dans le mur en période de raréfaction des matières premières et de crise climatique. Hein. Bon, voilà. Mais c'est discutable. Hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est de poser la question et d'en discuter. Il y a Muriel qui a demandé la parole, donc je pense que ce sera la dernière intervention de la salle. Et puis, on va conclure bientôt. Donc, Muriel, c'est toi qui as la parole. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette soirée débat là, qui était très intéressante. Moi, c'était une question d'ordre pratique, en fait, parce que j'ai suivi au début et puis j'ai dû un peu m'absenter. Et je voudrais savoir, comme j'ai vu que c'est enregistré, est-ce qu'on pourra donc retrouver cette conférence en ligne quelque part? Enfin, voilà, c'était ma question. Et voilà, et sinon... merci beaucoup et merci aux intervenants, c'était vraiment intéressant. Merci Muriel. Donc, en principe, cette vidéo qui était en direct sur Facebook restera en ligne sur Facebook et on verra pour la déployer d'une autre manière sur le site. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose que vous pourrez transférer dans vos réseaux. Donc, tu dis, Yann a répondu. Comment? Yann a confirmé, effectivement. Voilà, donc ça, c'est confirmé. Hein, est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on avait du début qu'on n'a pas posées, Jean-Paul? Écoute, dans le fil de discussion, moi, je n'ai pas revu vraiment des questions. C'est des personnes qui confirment un peu tout ce que vous avez dit les uns les autres. Donc, pendant que Jean-Paul s'assure qu'on a fait un petit peu le tour, je voulais rebondir sur la question du CARE dont Christophe
avait parlé, qui peut paraître assez éloigné du travail de nos collègues, mais je pense que, par exemple, en boutique, lorsqu'on vend un appareil téléphonique, non seulement on n'explique pas comment il fonctionne, mais on n'explique pas non plus les précautions dont Françoise nous a parlé par rapport à l'utilisation, par les enfants, par les petits, etc. Et lorsqu'on parle de care, le care, il peut être exercé à tous les niveaux de métier. Et par exemple, ça peut être ça qui pourrait être développé dans les boutiques plutôt que la vente à tout prix de choses dont on n'a pas obligatoirement besoin. Non, mais dans le fil de discussion, on voit. Alors attendez, oui, c'est Cathy qui nous dit que le Conseil d'État a déclaré que les communes ne peuvent pas s'opposer au déploiement de la 5G en prétextant un principe de précaution. Alors, je ne vais pas me faire le défenseur du Conseil d'État, mais en parallèle, vous avez vu que, alors là, ça dépasse largement la 5G, c'est toutes les questions climatiques et des engagements internationaux de la France, notamment avec les accords, ou l'accord de Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe, qui a été signé, donc ratifié par la France en 2015. Vous avez déjà eu l'affaire Grande-Synthe qui fait que le Conseil d'État a demandé à l'État de produire sous 3 mois. Alors, sous 3 mois, à la date de l'arrêt du Conseil d'État, c'était en décembre, je crois. Donc, il va y avoir du nouveau. Le Conseil d'État demande en fait à l'État français de prouver qu'il est en train de mettre en place des mesures qui suffiront à respecter la neutralité carbone à l'horizon 2050, je crois. Et vous avez, alors là, pour l'instant, le jugement n'est pas sorti au tribunal administratif de Paris, mais dans une affaire quasiment proche, similaire. Là, c'est plus la commune de Grande-Synthe. C'est ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. Vous avez le tribunal administratif de Paris qui a donc été saisi par toute une série d'ONG sur la même question. Et le rapporteur public, on a eu les comptes rendus de l'audience, le rapporteur public a déjà, a priori, ça ne veut pas dire que la décision est ferme et définitive, mais le rapporteur public va apparemment se ranger sur la même orientation que le Conseil d'État en demandant au gouvernement de préciser ses engagements et de prouver que sa trajectoire va être compatible. Ça permettra probablement de rebondir sur ces questions. Autre piste possible, me glisse Pascal à l'instant, nous on est en train de faire côté poste pour d'autres raisons. Vous avez la loi qui s'appelle, qu'on appelle de mémoire le devoir de vigilance, qui donc peut permettre à un moment donné de saisir les instances juridiques et judiciaires sur ces questions de devoir de vigilance. Alors moi personnellement, je n'ai pas creusé le sujet, et qui pourrait permettre évidemment de questionner des autorités judiciaires ou juridiques, administratives, sur ces questions de risque, de précaution, voilà. Devoir de vigilance des entreprises. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le devoir de vigilance vise les entreprises elles-mêmes, là, pour le coup. On n'est plus simplement sur des questions strictement environnementales. Bien, on va bien maintenant conclure. Déjà, on remercie beaucoup les intervenants par la qualité de leur rapport. On remercie aussi les participants. On a eu le plaisir d'accueillir une personne qui était en centre d'appel en Tunisie, donc ça fait plaisir. Elle nous a parlé de ses conditions de travail qui, par contre, nous font beaucoup moins plaisir. Suite à ce premier webinaire, donc il sera en ligne. Ce qu'on compte aussi finaliser dans les mois qui viennent, c'est une brochure que l'on a déjà bien amorcée, une brochure qui soit une brochure tout public sur les questions de la 5G. Et le webinaire de ce soir va nous aider à le peaufiner. Ce qu'on retient aussi, c'est la nécessité de travailler de manière intersyndicale sur ces questions-là, par rapport aux opérateurs en particulier, et à travailler avec les ONG, les chercheurs. Et donc voilà, on repart avec plein de perspectives.
Le tableau qui nous a été brossé est plus qu'inquiétant, mais l'énergie qu'on a envie de déployer, je pense que, comme pour les OGM, on peut arriver à quelque chose. Donc, merci à tous et puis à une prochaine fois. Merci. Merci à vous. Merci à François, Merci à vous. Christophe et à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Salut.